Après les affrontements d'hier à Cannes et à Paris, Pierre Mauroy met en garde les étudiants. Les groupes extrémistes seront châtiés, dit-il. Journée de protestation au Chili hier contre le régime du général Pinochet. 2 morts et plusieurs centaines d'arrestations dans la capitale. Comment choisir le sexe de son bébé en éprouvette? Eh bien, les Japonais ont trouvé une méthode. Enfin, championnat d'Europe de judo à Paris. Vachon, médaille d'argent. Il y a quelques minutes, Parisi, médaille de bronze. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Toujours le malaise étudiant à la une de ce journal avec d'abord, sur le front des futurs médecins, un net apaisement. Les étudiants se prononceront à la fin de cette semaine, au plus tard lundi soir, dans chaque CHU en grève, sur le projet de protocole d'accord dont le texte leur a été communiqué hier soir par les médiateurs. Un certain nombre d'entre eux jugent déjà ces mesures acceptables. En revanche, chez les étudiants en droit notamment, toujours une forte hostilité au projet de loi de réforme de l'enseignement supérieur. Comme cela s'est déjà passé ces dernières semaines, quelques éléments incontrôlés en ont profité pour faire dégénérer une manifestation des étudiants d'Assas hier soir au quartier latin. 70 interpellations, plusieurs membres des forces de police contusionnés, mais aussi des personnes tout à fait étrangères à la manifestation, matraquées sans ménagement par la police. Ce fut le cas de touristes qui passaient par là au quartier latin. Ce fut le cas aussi de journalistes, pourtant porteurs de brassards de pierre, comme notre camarade Jean-Claude Lédin, ou d'autres confrères de la Première Chaîne et d'ailleurs, l'agence Collectif ou bien encore le journal Sud-Ouest à Bordeaux. Et à chaque fois, les syndicats de journalistes ont vigoureusement protesté. Alors évoquant toutes ces manifestations, le Premier ministre qui se trouvait devant le congrès de la Ligue française de l'enseignement à Marly-le-Roi a indiqué que le gouvernement comprenait l'inquiétude suscitée par le projet et s'efforçait d'y répondre de façon juste, mais a ajouté qu'il ne tolérerait pas la déviation de ces revendications. Lorsque des difficultés ponctuelles surgissent, nous nous efforcerons toujours de les surmonter par le dialogue et la concertation. En revanche, nous ne céderons pas à ceux qui seraient tentés de transformer l'expression de leurs revendications en manifestations portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité des personnes et des biens. Je souhaite que chacun s'applique à faire preuve de la même mesure et de la même ouverture que le gouvernement. Pour autant, je demande aux étudiants de prendre conscience du risque qu'ils prennent lorsque leurs revendications servent de prétexte à des groupes d'extrême droite qui descendent dans la rue pour y installer le désordre. Ai-je besoin d'ajouter devant vous, avec les souvenirs qui sont ceux de la Ligue de l'enseignement, que ces groupes extrémistes seront châtiés comme la République sait le faire pour ceux qui ne la respectent pas. Pierre Mauroy, qui a par ailleurs confirmé que l'examen du projet de réforme de l'enseignement supérieur ne serait pas repoussé. Donc ce sera le 24 mai à l'Assemblée. Autre ministre en première ligne pendant plusieurs semaines pour la grève des internes et des chefs de clinique, Pierre Bérégovoy, considéré comme le numéro 3 du gouvernement. Vous savez qu'en France, un petit peu à l'image du tiercé, on aime beaucoup attribuer des numéros aux attelages gouvernementaux. Eh bien, Pierre Bérégovoy sera, dans une demi-heure, l'invité de François-Henri de Virieu et de 3 de nos confrères, parmi lesquels Albert Duroy, déjà sur place. Oui, alors continuons avec les numéros, justement. Donc, vous venez de dire, dans l'ordre hiérarchique, M. Bérégovoy est le numéro 3 du gouvernement. Comme ministre des Affaires sociales, il est l'un des interlocuteurs importants d'un certain nombre de manifestants qui ont défilé dans les rues de certaines villes ces derniers jours. Il est aussi l'interlocuteur régulier des syndicats et du patronat en ce qui concerne la sécurité sociale, la retraite ou l'emploi. Et comme ministre de la Solidarité nationale, il est chargé de mettre en œuvre une notion qui est essentielle mais qui est très épineuse en période de crise. Alors avant d'être le numéro 3 du gouvernement, M. Bérégovoy avait été le numéro 2 de l'Élysée, le collaborateur le plus direct du président de la République, et avant, il avait été le numéro 2 du Parti socialiste. Alors, numéro 3, numéro 2, c'est peut-être pourquoi on prête souvent la possibilité à M. Bérégovoy d'être un jour le numéro 1 à Matignon, par exemple. C'est vous dire que les questions qu'on commencera à poser à M. Bérégovoy, les téléspectateurs et les journalistes dans 25 minutes, seront nombreuses, variées et surtout d'intérêt général.
Voilà, merci Albert, à tout à l'heure. Paul Quilles, lui qui est secrétaire national du PS et numéro X du PS, a estimé que son parti devait prendre en compte certains aspects des manifestations de mécontentement. Il a tenu ses propos à Mur de Bretagne, dans les Côtes du Nord, dans une région très touchée par les problèmes de la production de porc. André Bergeron, de son côté, pour Force ouvrière, reproche dans la vie française, reproche au gouvernement de ne pas avoir suffisamment sollicité l'avis des syndicats et indique qu'il redoute la rupture de l'équilibre social. Enfin, la Ligue communiste révolutionnaire d'Alain Krivine appelle à une manifestation mercredi à Paris contre ce qu'elle appelle l'offensive de la droite et les provocations fascistes contre le racisme également. Il ne faut pas laisser la rue à la droite, dit la Ligue. À l'étranger, le Tchad tout d'abord, avec de nouveaux affrontements à prévoir, c'est certain, des affrontements encouragés déjà par la Libye. C'est ce qu'a pu découvrir Philippe Rochaud, qui venait de s'entretenir à Tripoli avec le colonel Kadhafi. Le Tchad est aujourd'hui au bord d'un nouveau conflit qui devrait toucher d'abord la ville de Faya-Largeau et gagner N'Djamena, la capitale. Ces deux villes sont toujours tenues par les FAN, les forces armées du Nord, les hommes d'Hissène-Habré, qui ont pu les occuper grâce à l'aide militaire du Soudan et au départ des forces de l'unité africaine. Mais aujourd'hui, les jours d'Hissène-Habré sont peut-être comptés. Le gouvernement d'union nationale, le GUNT de Goukouni Weddey, replié sur Gardaï, au nord du pays, se dit suffisamment fort pour marcher sur la ville de Faya-Largeau et renverser plus tard Hissène-Habré. Voyez-vous, Hissène-Habré, nous le connaissons très bien, nous connaissons ce qu'il est, comment est-ce qu'il a été fabriqué, qu'est-ce qu'il représente aujourd'hui pour l'impérialisme international. Hissène-Habré, le Soudan c'est quoi? C'est un maillon d'une chaîne, peut-être le maillon le plus faible je dirais. Hissène-Habré plutôt est soutenu par les grandes puissances impérialistes, les États-Unis et Israël, l'Afrique du Sud, par l'entremise d'un certain nombre de pays africains. Pour renverser Hissène-Habré, le gouvernement d'union nationale du Tchad compte sur la Libye qui lui a fourni tout le matériel militaire dont il aura besoin. Le colonel Kadhafi, qui nous recevait hier à Tripoli, a juré la perte d'Hissène-Habré. Nous soutenons le gouvernement d'union nationale du Tchad, qui est le seul gouvernement légitime. Nous le considérons comme un gouvernement de l'intérieur du Tchad et non pas un gouvernement en exil chez nous. Le gouvernement des rebelles d'Hissène-Habré est aujourd'hui fini. L'armée libyenne s'est pourtant jurée de ne plus remettre les pieds à N'Djamena, mais elle aidera jusqu'au bout ses alliés à renverser Hissène-Habré afin d'obtenir le retour de Goukouni Weddey, ici, dans la capitale du Tchad. Le signal en serait donné le mois prochain avec la prise de Faya-Largeau. Deuxième point chaud ce soir, le Chili. 2 morts en effet hier dans des manifestations qui ont par ailleurs donné lieu à plusieurs centaines d'arrestations. Les chiffres ne sont pas très bien établis, mais il est rare que nous parvienne de là-bas l'écho de cette protestation née entre autres raisons d'une situation économique catastrophique. Didier Régnier. Santiago, cette usine de textile est en grève depuis 19 jours. Image symbole d'un pays en pleine faillite économique, abandonné par le secteur privé, rongé par la dette publique, 120 milliards de francs, l'inflation et le chômage qui atteint 30% de la population. C'est dans ce contexte social difficile que la toute-puissante Confédération syndicale des mineurs du cuivre a appelé les Chiliens à descendre dans la rue pour, je cite, manifester leur hostilité au régime oppresseur de Pinochet. On n'avait jamais vu cela depuis le coup d'État de 1973. Les journalistes se sont bâillonnés, les élèves ont déserté les lycées, on a travaillé au ralenti, les coupures d'électricité et les concerts de klaxons ont été nombreux. Mais le bilan des affrontements avec les forces de l'ordre est lourd, 2 tués, dont un écolier de 15 ans, 10 blessés, 550 arrestations, dont un prêtre catholique et 34 séminaristes. Le président de la Confédération des travailleurs du cuivre parle d'une première étape vers la libération du Chili, mais le ministre de l'Intérieur estime, lui, que la situation est tout à fait normale. Pour la première fois depuis 10 ans, ce sont les classes moyennes, celles qui ont accepté le régime de Pinochet, qui expriment au grand jour leur opposition.
Et puis au Salvador, quelques 440 personnes ont été assassinées par les militaires dans les 3 premiers mois de l'année, vient de faire savoir la Commission des droits de l'homme là-bas. Une organisation chrétienne a même dénoncé la mort de plus de 200 personnes pour la dernière semaine d'avril au Salvador. URSS enfin avec un demi-anniversaire pour Yuri Andropov, 6 mois de pouvoir en effet, jour pour jour. L'occasion pour notre spécialiste Georges Bortoli de dresser un premier état de santé du nouveau maître du Kremlin. Au sein de ce groupe, le bureau politique, il s'est trouvé le 12 novembre dernier une majorité pour élire au poste de secrétaire général Yuri Andropov. Mais cette majorité n'est pas inconditionnelle. Même si M. Andropov a le soutien du maréchal Ustinov, grand patron de l'armée, il reste sous la surveillance de ses collègues. Ceci explique qu'il n'y ait encore autour de lui aucun culte de la personnalité et que ses portraits soient absents des grandes manifestations de masse. Ceci explique également que, prudemment, il ait remis au tiroir ses grands projets de réforme économique. Rien n'a vraiment changé jusqu'à présent dans l'agriculture ni dans l'industrie, malgré la valse assez spectaculaire d'un certain nombre de responsables de ces secteurs. En fait, un nombre important de cadres du Parti communiste préfèrent à M. Andropov son rival malheureux Konstantin Tchernenko, qui reste le numéro 2 du parti et qui vient de refaire surface après une éclipse de plus d'1 mois. Ainsi contesté à l'intérieur du parti, Yuri Andropov s'appuie volontiers sur des organismes extérieurs au parti. Le KGB d'abord, la très puissante police politique qu'il a dirigée personnellement pendant 15 ans. Et puis il semble qu'il ait noué une sorte d'alliance personnelle avec le très influent chef de la diplomatie soviétique, Andrei Gromyko, dont les attributions ont été étendues. Et puis évidemment, il s'appuie sur tout ou partie des chefs de l'armée. Ce qui pose, pour nous, occidentaux, une question. Si l'armée détient une telle influence, acceptera-t-elle de démanteler ce à quoi elle tient le plus, c'est-à-dire ces nouvelles fusées SS-20 ? Pouvoir limité, donc, avec tout de même au cours de ces 6 mois un certain nombre de percées importantes. Par exemple, la Pravda de lundi attribue à M. Andropov le titre de président du Conseil de défense, ce qui fait virtuellement de lui le patron des forces armées. Le prochain round qu'il va devoir affronter, eh bien, ça va être la désignation du chef de l'État, un poste resté vacant depuis la mort de Léonid Brejnev. Désignation imminente, dit-on à Moscou. Un soldat israélien tué dans la Beka libanaise par des tirs d'armes légères hier soir, ce qui confirme bien la tension qui règne au Liban en ce moment, malgré la perspective d'une prochaine signature de l'accord avec Israël. C'est en principe pour demain. Regain de tension en Nouvelle-Calédonie. Un jeune mélanésien a en effet été tué hier d'un coup de fusil par un ancien employé d'origine européenne de la société Le Nickel. Un incident qui, bien sûr, aggrave encore davantage le malaise entre les 2 principales communautés de l'île. En provenance du Japon, enfin, cette découverte qui va intéresser, lorsqu'elle sera complètement confirmée dans les faits, la possibilité en effet de choisir désormais le sexe de son enfant en éprouvette X ou Y. Il n'y a plus qu'à trier et à choisir. Martine Alrogno. Vous voyez là, filmé au microscope, des milliers de spermatozoïdes contenus dans une goutte de sperme. De nos jours, on dispose de moyens techniques fabuleux pour les étudier vivants, hors de l'organisme, les suivre un par un, étudier leur mobilité, leur durée de vie, leur forme, leurs anomalies. Peu de choses échappent grâce au progrès technique à l'œil exercé des biologistes. Peu de choses, sauf une, le caractère sexuel des spermatozoïdes. Depuis plusieurs années, de nombreuses équipes dans le monde ont tenté de rechercher des signes distinctifs et des méthodes qui permettraient de distinguer les spermatozoïdes porteurs du caractère garçon des spermatozoïdes porteurs du caractère fille. Dans la nature, ils sont à égalité, 50% 50%. On a tout essayé pour les reconnaître, les séparer et permettre le choix du sexe, mais jusqu'à présent, on n'avait jamais su faire un tri véritable. Mais aujourd'hui, Aujourd'hui, c'est fait. On va pouvoir. Aujourd'hui, c'est sans doute fait, je dirais. Les Japonais de Tokyo et Keio ont trouvé une méthode qui, par des différences d'ordre électrique, permettent de séparer les spermatozoïdes porteurs du chromosome X d'Y. Alors, je vous ai préparé un petit schéma pour vous montrer comment d'abord cela se passe dans la nature. Des milliers de spermatozoïdes sont dans une compétition pour essayer d'atteindre un ovule qui est toujours de caractère X. Eux sont ou X ou Y selon le caractère en question. Si vous prenez un X et qu'il arrive à gagner la compétition et à entrer dans l'ovule le premier, ce sera une fille, XX. Si au contraire, vous prenez un Y qui gagne la compétition, vous aurez XY, ce sera un garçon.
Alors, ceci c'est dans la nature, et ceci se répartit assez justement, 50%, 50%. Eh bien, les Japonais ont réussi par des signes électriques, soit positifs, soit négatifs, de faire le choix. Alors, les positifs, ce sont les X, ça sera les filles. Je les mets là, j'espère que ça tient à peu près. Et du côté négatif, ce sera les garçons. Si vous séparez par ordre électrique les deux, vous pouvez à volonté par insémination artificielle. Il faut passer par une insémination artificielle. Avoir garçon et fille, car tout ceci se fait hors de l'organisme, et hors de l'organisme mâle. Le réceptacle femelle est absolument normal. Il s'agit du tri des spermatozoïdes qui permettent le choix du sexe. Alors, ce n'est pas encore vérifié. On sait que la méthode marche pour le tri. On ne sait pas encore si les spermatozoïdes peuvent actuellement féconder. Mais évidemment, cela ouvre des perspectives sans nom, en particulier en médecine, et probablement pour les choix de convenance personnelle et peut-être pour les choix de société. Eh bien justement, X ou Y, même combat, c'est bien ce que souhaite Yvette Roudy, le ministre chargé des droits de la femme, qui hier a fait adopter par le Sénat le projet de loi sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Les sénateurs qui ont dit ne pas vouloir déclencher une guerre des sexes. Mais le ministre entend maintenant se battre sur un autre front plus difficile, celui-là, celui de l'image de la femme dans la publicité, par exemple. Et là, les passions se sont déchaînées. Gaël Monlahuc. Une main d'homme est-elle plus possessive si elle est sur la taille, la cuisse ou sur la tête d'une femme déshabillée? Réponse, les juges eux seuls pourront trancher, cette main baladeuse coupable peut-être de sexisme aux yeux de certaines associations. Malgré ces images, pas si ligotées ni soumises que cela, les femmes se sont ruées en masse pour acheter. Mais est-ce une raison suffisante pour que les publicitaires continuent d'utiliser de manière suggestive comme ici le corps des femmes pour vendre une tronçonneuse, une voiture ou du champagne? À croire que pour eux, le sexisme soit le seul argument de vente. Jusqu'à maintenant, j'ai surtout vu des atteintes, des luttes contre ce qu'on appelle les choses sexy. J'ai l'impression plutôt qu'on fait là un procès au sexe plutôt qu'au sexisme. D'autre part, le racisme, je crois que c'est un fait. Le sexisme, s'il existe, c'est quelque chose de purement subjectif. C'est un fantasme, c'est quelque chose... Pour vous, une publicité est sexiste, pour moi, elle ne l'est pas. Pour moi, un article de presse est sexiste, pour vous, il ne l'est pas. C'est très subjectif. C'est pas à nous qu'il faut demander de changer le monde, si vous voulez. Nous ne sommes pas des manipulateurs, des apprentis sorciers, contrairement à ce qu'on a pu dire. Malheureusement, je dirais, ou heureusement, nous n'avons pas ce pouvoir. Les choses, il faut les changer, je crois, dans la mentalité des femmes. Précisément parce qu'elle a voulu s'attaquer aux mentalités, Yvette Roudy en a pris pour son grade. Les publicitaires unis pour une fois l'ont choisi comme cible, et les passions se sont déchaînées. Ils m'ont aidé en passionnant ce débat, et ils m'ont surtout éclairé, en me montrant à quel point il est important. J'avais peut-être pensé qu'il était moins important. Cependant, le projet le plus important pour moi, c'est le projet de loi sur l'égalité professionnelle, et j'ajoute que ce projet antisexiste est complémentaire, parce qu'il veut l'égalité dans les représentations des images. Et vous savez à quel point la représentation des images peut conditionner des comportements. Si on se moque, on tourne à dérision une femme dans des images quelconques, on va s'en moquer, on va la tourner en dérision dans une situation professionnelle. Et tout ça, c'est fondé sur une certaine idée d'infériorité. La loi est strictement calquée sur le modèle de la loi antiraciste. Et personne n'a osé parler de censure quand on a interdit Yabon Banania ou quand l'on condamne sévèrement ceux qui osent injurier les juifs. Eh bien, cela sera peut-être pareil pour les femmes. Écoutez l'histoire de Christine. Eh bien, je sortais d'un café au moment où un homme est entré. Il m'a bousculé fortement. Je lui ai demandé pourquoi il m'avait bousculé et il m'a traité de connasse. Il m'a dit exactement « tais-toi connasse » en me faisant plusieurs gestes obscènes. Alors j'ai décidé d'aller au commissariat pour porter plainte pour injure sur la voie publique. Je suis allée au commissariat le plus proche, je suis revenue avec 2 policiers qui ont ramené l'homme au commissariat et là il y a eu la déposition qui a duré 3/4 d'heure. Pourquoi avez-vous décidé de porter plainte? Parce que je n'ai pas supporté la façon dont cet homme m'a insulté, la façon dont il m'a méprisé devant tout le monde. Et je trouve ça vraiment insupportable, ça m'a blessé fortement et j'ai décidé de porter plainte. Parce que vous n'aviez pas d'autre moyen de vous défendre? Non, malheureusement, je n'avais pas la force suffisante pour répliquer. D'ailleurs, il le savait bien, c'est pour ça qu'il m'a insulté. Il n'aurait pas insulté de la même façon un homme. Et est-ce que vous croyez que la loi antisexiste va changer quelque chose à ce niveau-là? Je l'espère fortement. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis allée porter plainte, parce que j'ai l'espoir qu'un jour, les femmes seront mieux entendues et qu'elles pourront enfin être défendues.
Une loi peut-elle suffire à protéger les femmes? Au pire, elle risque de les cantonner encore plus au rayon des objets fragiles. Au mieux, elle aura un effet dissuasif et sera peut-être le coup de pouce qui encourage les femmes à réagir. Nouvel incendie dans la cité de transit de la Sonacotra à Colombes la nuit dernière, mais pas de victimes. Et puis le rebondissement de l'affaire Boulin, la veuve de l'ancien ministre du Travail a récusé hier sur TF1 la thèse du suicide et elle a cité le témoignage d'un collaborateur de son mari qui lui aurait annoncé l'assassinat de son époux et non pas son suicide. Mais M. Guy Aubert, ce collaborateur, a démenti avoir tenu ces propos. Le sport maintenant avec un début mouvementé pour le Tour d'Italie, si mouvementé même que le prologue a dû être annulé à Brescia. Une manifestation des travailleurs des industries mécaniques en est la cause. Je vous rappelle que Bernard Hinault ne participe pas à cette épreuve qu'il a déjà gagnée 2 fois. Les championnats d'Europe de judo, petite déception dans l'équipe française, pas de médaille d'or, mais enfin tout de même de l'argent pour Roger Vachon chez les mi-lourds et du bronze pour Parisi chez les lourds. Roger Zabel. Hajime, c'est ce que l'on dit au début des combats. À gauche, Roger Vachon, ceinture rouge. À droite, un soviétique jusque-là méconnu, Valéry Divichenko. Vachon, champion d'Europe en 81, est favori de cette finale, mais surprise alors que le combat n'a pas commencé depuis 1 minute. Divichenko, sur cette superbe contreprise, marque un premier coca, comprenez, un premier avantage. Et ça n'est pas fini. À 4 reprises, Divichenko va placer le même mouvement. Roger Vachon est largement dominé par Divichenko. Il semble moins frais physiquement, en particulier à la fin du combat. Vachon a 26 ans, c'est un judoka expérimenté. On pense qu'il ne va pas se laisser piéger une 3e fois, mais pas du tout. Et sur ce nouveau contre, Divichenko va marquer un 3e avantage. Et pour terminer, un 4e avantage, Vachon mené au tableau d'affichage ne réussit pas le coup dur à la fin de cette rencontre et Divichenko devient champion d'Europe des mi-lourds. Roger Vachon est vice-champion d'Europe. À défaut d'or, il faut se contenter d'argent, mais cela n'est pas si mal. Et du bronze donc pour Parisi chez les lourds. Le quartet de cet après-midi à Longchamp, il fallait jouer le 3, le 12, le 5 et le 9 pour obtenir, pour 5 francs bien sûr, dans l'ordre 22 268 francs et dans un ordre différent, 1214 francs. Et puis les premiers essais du Grand Prix de Monaco en Formule 1, une fois de plus, les Renault et les Ferrari ont fait belle impression. Meilleur temps pour l'instant, 2 Français, Alain Prost et René Arnoux. 5 Françaises sont d'ailleurs dans les 10 premiers, mais Watson et Lauda ont beaucoup de mal, ils sont en queue de peloton pour l'instant et non qualifiés. Mais il reste évidemment 2 séances d'essai. Pas de festival de Cannes ce soir, je vous renvoie au débat que Claude Sérillon arbitrera de là-bas entre notre ancien confrère Jean-Marie Cavada, qui est aujourd'hui chez Parafrance, et Xavier Gélin, qui lui représente la Gayville, une petite société qui produit en général des films de qualité. Pas de cinéma donc, mais de la musique, et vous allez le voir, et l'entendre bien sûr, de la musique dans de bien curieuses conditions. On vous demande en gros, avant de vous rendre au concert, de vous munir d'un maillot de bain et de palmes. Alors évidemment, l'idée ne pouvait venir que de Californie, mais avec 2 complicités françaises, celle de l'inventeur et puis de l'auteur de notre reportage, Claude Guénière. Ce ballon multicolore, c'est ce que Michel Redolfi appelle la méduse. Et ça, c'est Michel Redolfi. Un Français de 30 ans, chercheur au centre musical de l'Université de San Diego, en Californie. Ça, c'est un des haut-parleurs qui va aller sous l'eau avec celui-ci, une invention de Michel. Enfin ça, c'est la sono. Avec ces instruments, Michel fait résonner les océans ou, comme le Pacifique est encore froid ce jour-là, la piscine de l'université. Michel Redolfi, un Marseillais, invite le public à plonger dans la musique. La méduse transporte des instruments, des haut-parleurs, de la lumière. Elle est aussi un élément esthétique au milieu de la piscine. Enfin, elle est une bouée pour les nageurs qui s'y accrochent pendant le concert. Tout à l'heure, de ce haut-parleur et d'autres, sortira la musique de Michel Redolfi. Une musique qu'on n'entend pas par les oreilles. Sous l'eau, les tympans fonctionnent très peu, c'est surtout les vibrations. Le son est perçu par la vibration des os de la tête. Et c'est un peu comme si l'on posait un diapason sur la tête. On a comme ça un son qui est très cristallin, très pur et qui est centré au milieu du corps. On a l'impression aussi de porter un casque d'écoute. On se promène de partout et toujours on transporte le son avec soi. C'est une sensation unique.
Pour les 3 concerts ce jour-là, on refusera du monde, le nombre d'entrées étant limité à 100. Mais dans le Pacifique l'an dernier, ils étaient plus de 1000, sans compter les poissons. Dans quelques semaines en France, Michel donnera plusieurs concerts, comme celui-ci. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à bord de la piste. Les gens se comportent de manière très expérimentale. Ils cherchent le son, puis après ils cherchent des positions. Ils montent, ils descendent, ils se touchent des fois. Ils sont là en train de découvrir pour la première fois une sensation acoustique, physique, sensuelle et sociale nouvelle. 75% de la planète est recouverte d'eau, vierge de micros, de sons et de musiciens, un domaine inexploré. Pour Michel Redolfi, ses ordinateurs, son synthétiseur digital et ses haut-parleurs, c'est un nouvel espace, le futur. Pour les Américains, ce Français a peut-être trouvé l'environnement qui révolutionne le concept de l'ambiance musicale et rend l'écoute au casque stéréo par comparaison plate. Ça vous rentre partout dans les pores de la peau. Alors, sans transition, l'eau et le feu, l'activité éruptive de l'Etna s'intensifie à tel point que l'opération Explosion, destinée à détourner la lave, est programmée pour demain ou samedi au plus tard, a dit le ministre italien de la Protection civile. Le commentaire de Jacques Violet. La nuit dernière et toute la journée d'aujourd'hui, l'activité du volcan a redoublé d'intensité. Des émissions de gaz se sont produites, des nouveaux petits cratères et des failles se sont ouverts, d'où s'échappe la lave en fusion. Le chantier des travaux, qui prépare l'opération de dynamitage pour détourner ce fleuve de lave, a été endommagé. Certains trous creusés à côté de la coulée, ainsi que les tubes qui doivent recevoir les charges explosives, sont maintenant recouverts. En plus des difficultés techniques, une polémique s'est engagée. D'un côté, les écologistes et quelques scientifiques opposés à l'opération Explosion, de l'autre, les volcanologues favorables à cette expérience. Ajoutez à cela une inquiétude chez les paysans, une légende dit en effet qu'il est imprudent de toucher au bon géant, comme on l'appelle. Après avoir écouté tout le monde, le ministre italien de la Protection civile, qui s'est rendu en Sicile, a donc décidé en fin d'après-midi que l'explosion aura bien lieu demain ou samedi. Voilà une dernière minute, un accord du Premier ministre sur le principe de la rémunération des étudiants en pharmacie lors de la 5e année, ce qui était une des revendications des étudiants en pharmacie. Avec Alain Gélot-Pétrel, la météo pour demain et après-demain et dimanche si vous voulez. Si vous voulez, ce sera à peu près la même chose, un invariable temps variable. Regardez la photo satellite pour mieux comprendre. Le mauvais temps qui est passé sur la majeure partie de la France aujourd'hui se décalera demain vers le sud-est et restera bloqué par un anticyclone ici. Donc c'est du mauvais temps des Pyrénées au nord-est, s'évacuant lentement vers l'est. Et nous aurons donc ce temps-ci un temps extrêmement variable avec donc des éclaircies, des passages nuageux, des cumulonimbus. Même situation pendant 2-3 jours. Simplement, progressivement, le flux va s'orienter au sud et à ce moment-là, nous allons avoir des remontées chaudes. Il fera donc un peu plus chaud dimanche. La carte pour cet après-midi, non, bien entendu, pour demain après-midi et pour demain matin. Donc, en milieu de journée, en attendant, sur le sud-est du pays, le tiers sud-est, des Pyrénées-Orientales, au Massif central, au nord-est et à la Corse, plutôt du mauvais temps, avec de la pluie, surtout sur les reliefs, et des orages. On peut espérer dans l'après-midi des éclaircies sur la Méditerranée à la faveur d'un vent de sud-est qui va se renforcer. Vent également de l'autre côté, en Manche, vent d'ouest, mais qui va diminuer par rapport à aujourd'hui, beaucoup moins en Atlantique, et dans l'ensemble, donc, les 2 tiers nord-ouest du pays, un ciel variable avec des éclaircies qui pourront être quelquefois assez belles, mais aussi des averses localement orageuses avec un peu de grêle, on ne sait jamais. Les températures, on a un petit quelque chose en plus, 1 ou 2 degrés selon les régions, mais ça ne reste quand même pas bien chaud. 13 à 17 degrés sur la moitié nord, 15 à 21 degrés sur la moitié sud, maximum 21 degrés à Ajaccio et à Biarritz. On est bien entendu en dessous des normes saisonnières. Demain, vendredi 13 mai, j'espère que vous n'êtes pas superstitieux, 3 minutes de soleil en plus, levé 6h14, couché 21h21 Touron, et c'est la fête de Rolande, la fête des Rolandes.
Voilà, et une pluie de nouveaux magazines, de nouveaux mensuels, pour ceux qui aiment courir, Jogging International, pour ceux qui aiment les jouets de collection, Toy Mania, et pour ceux qui aiment l'industrie, Centrale Industrie, tous des mensuels. À 23h15, donc, Hervé Claude, avec un petit bout de Claude Sérillon, à Cannes, où nous retrouverons d'ailleurs le journal d'Antenne 2 midi, demain à 12h45. Et moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20h. On n'est pas superstitieux.